Maintenant, passons aux choses sérieuses. Alors, je voulais vous parler donc de la relation intra-utérine. Est-ce que quelqu'un ici peut me dire avec qui dans sa vie il va passer 9 mois, jour et nuit, avec quelqu'un autre que sa maman? Personne. On est d'accord? On va systématiquement chercher. Vous, madame, vous passez jour et nuit avec quelqu'un? Qui? Avec soi-même. Des années sans ma maman. Des années sans votre maman. Mais ce que je veux dire, 9 mois, jour et nuit, collés à quelqu'un, en fusion totale. C'est notre maman. Et notre grosse difficulté, c'est de savoir en sortir et en bon état. C'est-à-dire que pendant la période donc intra-utérine de 9 mois, tous les bébés ne sont pas projetés de manière toujours optimale et positive, car vous avez des enfants qui sont nés par ce qu'on appellera accident, des enfants qui ont été prévus pour être le fruit de l'amour, mais d'autres qui sont arrivés par un objectif complètement différent, parce que la mère, par exemple, avait un besoin de répondre à sa problématique d'horloge biologique qui tournait, ou parce que le père voulait un garçon et qu'il a une fille et que cette fille, il n'a pas pu supporter qu'elle soit fille, etc., etc. Donc, nous sommes tous, et moi comprise, des enfants qui ont eu 9 mois dans un cocon, dans un univers qui n'a pas toujours été propice à tout. Alors la grande difficulté, c'est de savoir sortir au monde et de quand même arriver à plaire à nos deux parents, c'est-à-dire aux gens qu'on va aimer le plus dans notre vie pendant les premières années, c'est-à-dire notre maman, notre grand amour, et puis notre papa. Mais d'abord, c'est notre maman, puisque on va être en elle pendant 9 mois, et ensuite on va être dans ses bras à la sortie. On va souvent être allaité, pour la plupart, il y en a d'autres qui bien sûr prendront le biberon, et puis après on va faire connaissance de notre papa, qui est notre être cher aussi, avec lequel on va essayer de trouver effectivement une projection positive à notre féminin ou à notre masculin. Là-dessus, il n'y a pas d'équivoque, on est tous d'accord. Alors, comment va naître ce bébé? Comment va-t-il venir au monde si, par exemple, il a été désiré pendant 9 mois, inconsciemment, fantasmatiquement par sa mère, comme étant un garçon alors que c'est une belle petite fille? Comment elle va faire, cette petite fille, pour arriver au monde autrement que timidement, en se disant, bon sang, comment je vais faire pour montrer à ma mère que, ok, je ne suis pas un garçon, mais quand même, je suis une petite fille très bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette petite fille? Eh bien, ça va être ce qu'on appellera, entre guillemets, un garçon manqué. Elle va faire des cabanes, elle va jouer au cow-boy, elle va grimper dans les arbres, elle va jamais vouloir mettre des petites robes, elle va vouloir s'affirmer pour plaire à sa mère, pour gagner et conquérir son premier amour, c'est-à-dire sa mère, son estime, à travers la capacité qu'elle va pouvoir poser à lui dire « Aime-moi, maman, quand même, même si je ne suis qu'une fille ». Et exactement pareil pour le garçon, qui aura été autant désiré comme étant une fille, qui va arriver au monde garçon, et qui va être comment, au lieu de pouvoir montrer sa virilité, sa puissance, ses bêtises, etc., il va être très sage, il va être dans son coin, il ne va pas faire de bruit, pour que sa mère lui dise « Mais je voulais une petite fille, mais gentille et sage comme une fille !» Et moi je les entends en consultation, c'est une mère qui arrive en me disant ça. Il était beau comme une fille, il était sage comme une fille. Et je leur dis, vous vouliez une fille, madame? Ben non, mais bon, quand même, oui, un peu. Parce que vous savez très bien, ici, pour celles qui sont mamans, qui ont la chance d'être mamans, vous savez très bien que, intuitivement, inconsciemment, et je parle surtout pour les mamans parce que c'est nous qui les portons, on a une petite préférence, même si on ne veut pas l'avouer, quand on est enceinte, même si on dit, de toute façon, du moment qu'il arrive en bonne santé, avec ses doigts, avec ses pieds, avec son cœur, avec sa tête, ça ira très bien. Oui, ça c'est théorique. Mais en pratique, on a toujours une petite idée fantasmatique de se dire, ben finalement, oui, j'aimerais, si on me demande réellement la vérité et que je peux le dire sans en avoir honte, car toujours ce fameux jugement et le regard des autres qui nous perturbe tous, si on ose le dire, on dira, oui, j'ai quand même eu une petite préférence pour. Alors, tous et toutes que nous sommes aujourd'hui ici, et je suis très heureuse de voir que nous sommes nombreux, on a été mis au monde avec des projections qui n'étaient pas toujours ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la projection parentale et
le devenir de nous-mêmes, c'est-à-dire cette capacité que nous avons à faire malgré tout avec. Voilà, j'ai fait avec ce que j'ai pu, j'ai été élevée comme un garçon, j'ai un boulot de garçon, mais aidez-moi à devenir une femme parce que, figurez-vous Valérie, moi c'est ce que j'entends en consultation tous les jours, j'ai des problèmes de timidité, je n'ose pas parler à un homme, je suis mal dans ma peau parce que ma mère ne m'a pas montré le chemin de la féminité, j'ai été comme ci, j'ai été comme ça, tatati, tatata. Et ça c'est tout à fait normal. Donc, là-dessus, qui était juste une petite introduction pour vous montrer un peu que nous venons tous donc de ces origines-là. Maintenant, si on veut aller encore plus loin dans la réflexion, nous sommes donc tous issus d'une partie qui est féminine, notre mère, et d'une partie qui est masculine, notre père. Mais eux aussi sont issus d'une partie qui est féminine et d'une partie masculine. Donc je ne parle même pas des arrière-arrière-grands-parents, mais ça serait comme ça depuis des générations. Mais dans leur partie féminine et dans leur partie masculine, dont ils ont hérité, eux aussi, ils ont été fabriqués avec les espérances et les espoirs de leurs parents, qui étaient des projections tout à fait, quelquefois, inavouables, souvent bien même des secrets de famille, chose qu'on a beaucoup moins aujourd'hui dans les jeunes générations. Pourquoi? Parce qu'on est dans des évolutions de société où maintenant tout se dit, plus qu'avant. Le mariage pour tous, les homos c'est bon, on peut faire du gosse n'importe comment. Aujourd'hui, vous avez vu, les gens qui ont la chance d'avoir vécu plusieurs vies, ici, il y a des gens qui sont des petits jeunes et puis des gens un petit peu plus âgés qui ont la sagesse, qui doivent se dire on est dans un monde de fous. On est vraiment dans un monde de fous, n'est-ce pas monsieur? Hein? On est d'accord? Voilà. Pourquoi on est dans un monde de fous? Parce qu'aujourd'hui, ben, tout se fait. Mais nous, les psys, on s'aperçoit bien que les petits gamins qu'on voit en consultation, ben, ils ont les mêmes problèmes qu'avant, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de pouvoir se concentrer et avoir des repères et se dire voilà, quel est mon repère aujourd'hui? Mais la même problématique quand on a une mère qui est hyper masculine et un père qui est hyper féminin. C'est la même chose, que ce soit qu'on ait deux hommes aujourd'hui, dont un qui fait le rôle de la femme et l'autre le rôle de l'homme, ou deux femmes aujourd'hui, dont une qui est masculine et l'autre qui est féminine. C'est pareil qu'un couple hétérosexuel, ce que je vais vouloir appeler le couple hétérosexuel, où la femme, quelque part, elle joue le côté autoritaire, et puis l'homme, il reste à la maison tranquille et s'occupe des enfants. Donc tout est une question de manière de se comporter, de manière d'affirmer son repère. Donc on va parler donc d'héritage. On a donc tous ici un héritage parental. On a l'héritage qu'on nous a donné. Oh zut, je ressemble à ma mère, j'ai la même tête qu'elle, mais j'ai l'intelligence de mon père. Ou je suis hystérique comme ma mère, mais je suis froide comme mon père, en même temps très carré. Donc quand moi je fais parler mes patients, il y a toujours un côté de leur père qu'ils aiment bien, et un côté de leur père qu'ils n'aiment pas. Un côté de leur mère qu'ils aiment bien, un côté de leur mère qu'ils n'aiment pas. Et le côté qu'ils n'aiment pas, venant de leurs parents, mais ils viennent pour travailler avec. Ils me disent, voilà, débarrassez-moi de ce truc-là. Il y en a même qui vont consulter des chirurgiens esthétiques en disant, enlevez-moi ce nez-là, parce que c'est le nez de ma mère, et je ne peux pas la voir en peinture. Quand je regarde dans le miroir ce nez, je vois ma mère. Enlevez-moi ce nez-là, qui est le nez de ma mère, que je ne peux pas voir en peinture. Ça serait quand même plus facile qu'ils apprennent à aimer les bons côtés de leur mère, plutôt que de ne voir que ce nez qu'il va falloir supprimer absolument. Excusez-moi, est-ce que vous pourrez parler après des couples homosexuels masculins pour voir comment ça se... Bien sûr, le couple homosexuel masculin, comme le féminin, à partir du moment... On vient du père et de la mère, et là, c'est simplement pour ça, parce que j'ai entendu ça, donc je voulais savoir un peu ce que vous... Oui, alors, si le couple homosexuel, ça veut dire que deux hommes ou deux femmes sont ensemble. Mais admettons que un des deux hommes a été véhiculé comme étant, dans l'esprit de sa mère, étant une fille. C'est-à-dire qu'il a été élevé, il a été voulu par sa mère comme étant une fille. Donc ce jeune garçon, il s'est toujours senti fille. Garçon par son pénis, mais fille dans son cœur, dans sa manière d'être, dans son émotion, dans sa sensibilité, dans sa manière d'aimer, dans sa souplesse, parce qu'on va voir après que l'homme et la femme sont, quand ils sont vraiment élevés comme un homme et vraiment élevés comme une femme, ils n'ont pas le même rôle, ils n'ont pas la même fonction. Tout est une question, en fait, de véhiculage de ces comportements. Si le père est présent et qu'il va apprendre à son fils à jouer au football, je sais pas, à tirer à la carabine, à tirer aux fléchettes et jouer au train électrique, c'est pas pareil que si le père est absent et que c'est la mère qui va lui apprendre à tricoter, coudre, repasser et faire des gâteaux. Vous voyez? Donc tout ça fait que dans l'enfance de ce petit garçon,
bien évidemment, il va avoir des repères complètement différents. Ensuite, quand il va vouloir se projeter sur son identité sexuelle et qu'il va s'apercevoir qu'il est bien qu'avec les garçons et qu'avec les filles, il ne comprend pas, il ne sait pas quelle est sa place, et qu'il va se projeter dans son narcissisme à travers sa propre relation à lui-même, en se disant je me sens bien avec ce garçon parce que je me sens à l'aise, il me comprend bien, etc. Et que son compagnon garçon, lui, c'est un garçon qui a été vraiment véhiculé comme garçon, mais qui n'a pas eu on va dire, la projection paternelle suffisamment ancrée pour pouvoir regarder les filles avec un père qui a dit tu vois ça c'est les filles, c'est comme ça qu'on doit dire, mais qui était complètement absent. Eh bien ces deux garçons vont se rencontrer et vont s'aimer. Donc l'amour est tout à fait possible avec n'importe quel sexe. Là je ne parle pas d'amour, là c'est l'amour, hein, l'amour. Comment? L'amour, il n'y a pas de Il n'y a pas de problème avec l'amour. Voilà, l'amour c'est toujours bien. Non, faut parler de descendance, c'est pour ça. Descendance. Donc pour moi c'est pas génétique. Pour moi, l'homosexualité n'est pas génétique et n'est pas une maladie. Pour moi, l'homosexualité, c'est simplement une manière qu'ont eu nos parents de pouvoir nous permettre de nous projeter dans notre identité sexuelle. Et ça, je vais écrire bientôt un livre là-dessus. Donc, ce ne sera pas l'année prochaine, ce sera dans 2 ans. Donc, peut-être que vous viendrez, on en parlera plus davantage. Donc, pour moi, ce qui est le plus important ici, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il s'est passé pendant les 9 mois dans le ventre de nos mamans. Pourquoi? Parce que dans la période de rebirth, renaissance, quand le patient vient en patientèle, et que j'ai fait une séance pour revivre en EMDR, vous savez, avec les yeux pour guérir, la méthode que le servant Schreiber, le pauvre, est disparu, avait ramené donc de Francine Shapiro des États-Unis. Moi, je fus son élève, et on a beaucoup travaillé ensemble sur cette méthode des yeux pour guérir, où on passait du cerveau gauche au cerveau droit, pour savoir ce qui s'est niché ici dans le cerveau reptilien, celui qui est responsable de nos réflexes, de la petite enfance, ou par exemple quand vous passez devant le feu de cheminée et vous allez faire pourquoi t'as peur? Ah ben, depuis que je suis petit, ma mère elle m'a toujours dit attention, attention, ça brûle, et mon réflexe c'est de faire ça dès que je vois le feu. Mais finalement, si tu m'expliques que ça ne brûle pas, je sais, mais c'est un réflexe. Ça, ce sont les réflexes reptiliens qu'on transforme à travers ce travail de MDR. Eyes, Motorization, Deprocessing, Reprocessing. Donc moi je travaille beaucoup avec ça et avec le reverse. On remet la personne dans le ventre de sa mère avec les 9 mois en cerveau gauche, cerveau droit. Et là, incroyable, le bébé qui est en nous, puisqu'on a tous ce petit bébé qui nous tire par la manche, eh bien il va dire, j'avais pas envie de sortir, je savais qu'elle voulait un garçon et j'étais une fille, j'avais pas envie de sortir, je le sentais bien. Et vous verrez si vous allez sur mon site internet, il y a des témoignages assez touchants, puisqu'on me voit en train de faire une séance de MDR avec des enfants, des jeunes, des vieux, etc. Où on voit les gens en pleine séance qui disent, je voulais pas sortir, je voulais pas me montrer, j'avais honte de me montrer. J'avais peur qu'elle ne m'aime pas, j'étais pas un enfant désiré. J'étais un enfant, oui. Je voulais savoir si dans le ventre, on sait déjà si la mère nous veut pas. Oui, dans le ventre, on sait déjà tout, parce que pendant les 9 mois où tu es dans le ventre de ta mère, c'est comme dans un bocal, et tu entends tout, et tu ressens tout. Si ta maman, elle saute, tu sautes avec elle. Si ta maman, elle dort, tu dors avec elle. Si elle rigole, tu l'entends rigoler. Si elle pleure, tu l'entends pleurer. C'est pour ça que cette période, elle est extrêmement importante. Il y a des bébés qui arrivent au monde navrés, qui arrivent tristes, qui arrivent en ayant peur, en étant timides. Et là-dessus, donc dans Je suis timide et je m'en sers, je l'explique énormément que chaque naissance a évidemment une incidence. Un enfant qui est désiré par ses 2 parents, et les 2 parents veulent que ce soit un garçon, et sa chambre elle est déjà prête en garçon, et il a déjà tous ses jouets de garçon. Vous savez que ça va arriver à un garçon qui arrive au monde tout malheureux et tout complexé? Non, il va avoir vraiment une sacrée personnalité. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas besoin de se battre pour exister, il aura juste besoin d'être lui-même, puisqu'il va être aimé d'un amour que j'appelle, et que tous les psys appellent, l'amour inconditionnel. D'accord? L'amour inconditionnel, c'est quoi? C'est quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu sois, je t'aime. Mais combien il y a de parents qui nous ont dit ça? Combien de parents nous ont dit ça, même dans cette salle? Très souvent, nos parents nous ont dit, si tu fais pas ça, attention, c'est pas bien. Si tu n'es pas comme ça, tu m'intéresses pas. Si tu n'écoutes pas ce que je te dis, tu n'es plus ma fille. Si tu ne vas pas là, ça s'appelle l'amour conditionnel. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que lorsque nous rencontrons un amoureux ou une amoureuse dans notre vie, on mélange tout. On aimerait qu'il nous aime inconditionnellement. Alors que lui, non, il n'est pas là pour nous aimer inconditionnellement, il n'est pas là pour nous aimer comme notre mère aurait dû nous aimer. Lui, il peut nous aimer conditionnellement. Je t'aime à condition que tu cuisines bien.
Si tu es une mauvaise cuisinière, excuse-moi, moi je préfère prendre une autre gonzesse parce que toi, franchement, tu fais pas bien la cuisine. Moi, je t'aime à condition que tu m'emmènes en vacances, parce que si c'est pour rester sans arrêt à la campagne, ça m'intéresse pas. Moi, je t'aime à condition que tu répondes à mes exigences d'homme et de femme. Là, c'est à condition. Et nous, on confond tout. On dit à notre amoureux ou à notre amoureuse, tu m'aimes coûte que coûte. Tu m'as choisi pour le meilleur ou pour le pire. Tu dois m'aimer inconditionnellement. Eh ben non. C'est pour ça que tous ces couples viennent en thérapie me voir en me disant, vous vous rendez compte, il dit qu'il m'aime et pas du tout. Ben, c'est pas ça, aimer. Aimer son amoureux ou son amoureuse, c'est pas du tout le même amour que aimer son enfant. Si les gens déjà comprenaient ça, que notre enfant, on se doit de l'aimer inconditionnellement, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, quoi qu'il devienne, on ferait déjà des enfants bien plus heureux. Bon, ça c'était une première chose. Je reprends. C'est quoi l'inné? C'est ce qu'on a reçu sans rien demander. Les yeux bleus, les cheveux comme ça, les fesses comme ci, les jambes comme ça, etc. Ça, c'est pas de notre faute si on est moche, c'est pas de notre faute si on est beau, on n'a rien fait pour. Mais en revanche, l'acquis, c'est les efforts qu'on va faire toute notre vie pour se dire, ok, ça c'est l'inné, mais moi ce qui m'intéresse, c'est ce que moi je vais faire de ce qu'on m'a donné. Moi j'ai la capacité de faire autre chose aujourd'hui que subir mon inné. Je veux réussir avec mes actions. Je veux faire des études qui m'intéressent. Je veux aller dans les pays où j'ai envie. Je veux faire ce que je veux de ma vie. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Et même si c'est difficile pour moi à cause de parents qui sont castrateurs, à cause de parents qui sont dominateurs, à cause de parents qui sont envahissants, à cause de parents qui sont là, c'est pas grave. Mes parents, c'est mes parents. Je ne les juge pas. Eux aussi ont fait ce qu'ils ont pu. Parce que eux aussi, ils ont eu des parents difficiles, avec eux aussi des problèmes de projection parentale inassouvis. Donc, je ne juge pas, ça sert à rien. Je prends ce qu'ils m'ont donné, je dis merci et je fais ma vie. C'est pour ça que les psys, ça existe. Vous savez, là j'arrive d'Argentine, où j'ai eu une conférence en Argentine. Et en Argentine, à Buenos Aires, tous les habitants vont voir un psy. Tous les habitants vont voir un psy. C'est obligatoire et c'est remboursé par la sécurité sociale. Ils se sont aperçus qu'à partir du moment où à l'école, on met des cours de psychologie à l'école, mais les gens vont beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'ils apprennent tout de suite la différence entre être coupable ou être responsable. Ok. Alors, ça aussi c'est très important, la culpabilité ou la responsabilité. Est-ce que nous sommes coupables de ne pas être aimés par nos parents? Non. Est-ce que nous sommes responsables de ne pas être aimés par nos parents? Oui. Oui. Responsable pourquoi? Parce que là, on a des choses à faire. Tu voulais que je sois un garçon, maman? Pourquoi tu voulais que je sois un garçon, maman? Ah, tu voulais que je sois un garçon parce que tu avais peur, tu pensais que les filles, elles allaient se faire violer si elles rentraient tard le soir, parce que ta sœur s'est faite violer quand elle était petite. Mais non, maman, je peux être une fille et savoir ne pas me faire violer. Je vais te montrer que je peux être une fille qui sait faire des arts martiaux. Je peux te montrer que ta fille peut être évoluée. Je peux te montrer que ta fille n'est pas comme ta sœur. Et là, la mère va dire, ah oui, c'est vrai. Pareil pour un père qui va dire, moi, je voulais un fils parce que je ne voulais pas qu'il... etc., etc., etc. Je ne vais pas vous raconter tout ça, ça ne sert à rien, mais pour vous montrer un peu comment ça fonctionne dans l'esprit, nous sommes responsables de la vie que nous allons choisir de vivre. Donc quand on vient en séance, l'avantage, c'est qu'on fait le tri très très vite. Moi, je trouve que ça ne sert à rien d'aller pendant des années voir un psy, c'est une perte de temps. Ce qu'il faut, c'est y aller quelques séances pour dire, voilà d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait, où je veux aller. Au moins 3 séances, pour faire un point. Voilà, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le ventre de ma mère, une séance. Je veux savoir qu'est-ce que j'ai eu comme héritage dont je veux me débarrasser, 2 séances. Je veux savoir avec ce que j'ai acquis, qu'est-ce que je peux faire, 3 séances. Et après, allez, oust, vous y allez. C'est trop facile d'aller voir le psy comme une béquille pendant toute sa vie, pendant 10 ans. Ah oui, vous savez, j'ai été suivie pendant 10 ans, nanana, j'ai jamais avancé. Ben oui, il faut agir en responsable. D'où je viens, où je vais. Mais pas, c'est pas de ma faute, hein, c'est pas de ma faute. Ben si, c'est de votre faute parce que vous avez confondu la culpabilité et la responsabilité. Non, vous n'êtes pas coupable. Oui, vous êtes responsable. Nous sommes tous responsables de notre vie.
Sinon, nous subissons notre vie. Et là, ça devient l'enfer. Et là, on reste... Hein ? Nous sommes responsables de nos enfants, c'est les seules personnes pour lesquelles on est responsable. Aussi, mais déjà de nous. Comment on peut être responsable de nos enfants si on n'est même pas responsable de nous ? J'en vois, hein. J'en vois des gens qui me disent ça. Hein. Ils ont fait des enfants justement parce qu'ils étaient tellement irresponsables qu'ils se sont dit je suis tellement irresponsable dans ma vie qu'au moins je me suis trouvé un but dans ma vie d'être responsable de quelqu'un. Comment voulez-vous que ça fonctionne ? Je ne sais pas faire pour moi, mais je vais savoir faire pour lui ? Non. D'abord, c'est moi par rapport à moi, et ensuite, c'est moi par rapport à toi, c'est moi par rapport à lui, et moi par rapport aux autres. Pareil pour un psy. Comment voulez-vous aller voir un psy qui est mal dans sa peau ? C'est pas la peine. Un psy, ça doit être quelqu'un qui a réussi à se détraumatiser de sa vie. C'est très important ça. Et en Argentine, il y en a beaucoup. Moi j'ai des tas de confrères et des tas de consoeurs, je ne peux pas les supporter 5 secondes. Ils sont pleins de névroses, pleins de psychoses. Comment voulez-vous faire dans ce métier pour aider des gens si vous-même vous n'avez pas travaillé sur votre responsabilité et votre culpabilité ? Bon, c'est clair ça ? Alors, je vois mes frères qui est mort et que je suis vue par l'enfant de remplacement. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais être le meilleur à l'école pour montrer que de toute façon, oui, j'ai voulu être la meilleure en danse pour montrer à ma mère qu'elle avait raison de vouloir que je sois une fille alors que je déteste ça. Oui, ceci, oui, cela, bref. On s'est sacrifié pendant des années pour être aimé et finalement, on n'a pas été aimé. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas été nous-mêmes. On a fonctionné dans le fait de « je fais pour être aimé ». Mais du coup, moi, je dis oui à elle, mais je dis non à moi. Donc je ne me respecte pas. Je ne suis pas moi-même. Je suis mal avec moi-même. Je ne suis pas fière de dire à ma mère « regarde qui je suis, malgré les affres et les souffrances, malgré tes reproches et malgré tout cela, regarde qui je suis devenue, maman. » Et là, la mère va dire « c'est vrai, franchement, je suis fière de toi, Michel. » Parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce que tu puisses devenir ça avec toutes les difficultés qu'on a, papa et moi, apportées dans ta vie. Donc, cette bataille, ce combat pour l'amour, elle va nous permettre à nous, après, soit d'avoir réussi ce combat et de se dire non à la fusion, non, 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 je ne veux pas retrouver un homme avec lequel je vais être fusionnel du matin au soir pendant 9 mois et lui dire je t'aime, tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes, t'en vas pas 2 secondes, c'est trop difficile quand t'es pas là, où t'es passé, où t'es parti, je te téléphone toute la journée parce que j'ai peur que tu t'en ailles. Non, mais oui tu vas, oui tu viens, on partage des choses ensemble, je t'aime, tu m'aimes, je ne tire pas la corde tout à moi parce que je n'ai plus besoin d'être dans la fusion. Cette fusion qui m'a tellement étouffée. Je suis dans un amour où je peux m'engager et garder simplement ma distance réelle. Prendre du recul sur qui je suis, qui tu es, pourquoi nous nous sommes rencontrés, ce que nous trouvons l'un avec l'autre, etc., etc. Il faut que je mette le nom. Maintenant. Voilà. Donc, ça c'est très important, ce côté construction individuelle, on va appeler ça, la construction individuelle. À partir de 4 ans, un enfant, je les prends même à la naissance, souvent les bébés, avec leur mère, je fais beaucoup de relations nourrisson-maman, mais il entend tout l'enfant. Quand l'enfant vient en séance avec sa mère, dans les bras de sa mère, le bébé qui fait pas un bruit, mais vous savez, c'est difficile, il pleure tout le temps. Il arrive, il s'assoit dans son truc, là, son petit bournous, et je lui parle et je lui dis « Alors mon bébé, tu es content d'être là ?» Sa mère, elle dit « Mais il vous comprend ?» Ben, je dis « Oui, il vous comprend, ça c'est sûr, hein, c'est pas un idiot, votre enfant. Hein. » Le bébé comprend tout. Tout. Quand on dit à son bébé « Je ne suis pas content, tu es un vilain garçon, tu as fait caca partout », il n'est pas content parce que le premier cadeau qu'il va faire à sa maman, c'est ses selles. Donc qu'est-ce qu'il va faire quand elle va lui dire « t'as fait caca partout ?» Ça veut dire qu'elle n'est pas contente de mon cadeau. Eh ben je vais plus lui faire cadeau, je vais lui la constiper. Et puis je vais plus manger. Et puis je vais avoir une relation de pouvoir. Et puis je vais lui dire « Ah tu m'aimes pas ? Eh ben je te donne pas. Ah tu m'aimes pas ? Eh ben je grossis pas. Ah tu m'aimes pas ? Eh ben je tombe malade. Comme ça peut-être que tu vas me regarder différemment. » Et tout ça, moi je les vois, c'est ce que j'appelle des maladies psychosomatiques. Et tout ça, je l'ai expliqué dans mon livre Mon corps me dit. Alors, on en arrive au traumatisme, prise de poids et se fondre dans la masse. Oui, parce que vous voyez, les timides, je suis timide et je m'en sers, quand on est timide, notre corps, bien évidemment, fonctionne. Il est timide, il n'ose pas se montrer. Il n'ose pas se montrer, pourquoi ? Parce qu'il n'ose pas se montrer tel qu'il est. Il manque de confiance en lui, donc il va prendre
l'étoffe, on va dire d'un zéro au lieu de prendre l'étoffe d'un héros. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il va se dire, je vais m'étoffer de l'extérieur, comme ça je vais pouvoir prendre de la distance par rapport au danger de l'autre, au lieu de m'étoffer de l'intérieur et de dire, voilà qui je suis. Et j'assume. Donc c'est ce qu'on va appeler le poids émotionnel. Donc les patients qui vont faire des régimes toute leur vie à répétition, en disant je suis gros, j'ai fait tous les régimes du camp, etc., du con et j'en passe et des meilleurs, et j'ai repris, j'ai fait yo-yo, et tatati et tatata, ben, c'est normal. Puisque qu'est-ce qui se passe? Ils n'auront pas réglé leurs problèmes intérieurs avec leur poids. Pourquoi je prends du poids? Pourquoi mon corps a besoin de prendre 20 kilos? Qu'est-ce qu'il cherche à me montrer, mon corps, quand il veut prendre 20 kilos? Il me cherche à me montrer que j'ai besoin d'exister, que j'en ai marre de me fondre dans la masse, que j'en ai marre de passer comme ça, comme un asticot pour ne pas qu'on me voit. Alors, je prends du poids, peut-être pas de la même manière, mais au moins on me voit. Maintenant, j'aime pas qu'on me voit gros. J'aimerais bien faire régime. Ben, c'est pas en faisant régime qu'on va arrêter de le voir gros. C'est en prenant du poids intérieur, en se construisant, qu'il va prendre du poids, et que son poids extérieur va disparaître complètement. Et ça se fait aussi en séance. Pourquoi? Parce que c'est l'aide psychologique qui va permettre à cette personne de pouvoir prendre de la consistance, et on ne dort pas au premier rang, non, mais franchement, c'est quoi ça? Il va prendre de la consistance, et ensuite, un petit accompagnement de diète, et ce poids-là va partir définitivement. Mais si la consistance n'est pas prise à l'intérieur, elle ne se perdra jamais de l'extérieur. Puisque ce corps aura raison. C'est le corps qui a raison de nous. C'est pas la tête. C'est notre corps qui tombe malade. C'est notre corps qui a un cancer. C'est notre corps qui souffre. À cause de ce que notre tête va lui dire, mais ne pas lui dire, pensez, bien sûr, votre cerveau. Mais j'ai beau dire, non, moi j'arrête de manger les bonbons. Quand on n'en peut plus, vas-y, on mange. On est trop mal, on a besoin de compenser. Et pourtant, on s'est dit, non, je mange plus de bonbons, je mange plus de chocolat, je mange plus de gâteau, taratata. On n'y arrive pas, parce qu'on n'a pas pris ce poids à l'intérieur, donc on n'est pas assez fort. Bon, pareil pour le timide tout maigre, hein, qui n'arrive pas du tout. Lui, il a beau manger, il grossit même pas. Pourquoi? Parce qu'il est tellement inexistant dans la vie, il a tellement peur, il frôle pour surtout pas qu'on lui dise, toi, qu'est-ce que tu fais là-bas, toi, viens ici. Il dit, non, surtout qu'on ne me demande pas comment je m'appelle, parce que je deviens tout rouge, je sue, j'ai les mains qui transpirent, j'ai les Et ce timide-là, messieurs, dames, il est génial. Parce que ce timide-là, derrière lui, se cache quelqu'un de grande profondeur, de grande écoute, de grande émotion, qui est capable de faire pour vous et avec vous de grandes prouesses. Car ce timide-là n'a pas encore dit qui il était, mais il a juste peur de dire qui il est. Et ce travail que je fais avec ces timides, c'est un travail qui est monumental, parce que ce sont les timides d'aujourd'hui qui vont faire les grands de demain. Voilà. Ça vous plaît, ça, tout le monde? Ok, donc. Il fallait Hollande était timide. Ouais, ça je sais pas, je n'ai pas traité. Je vous dirai. Il est plutôt très sagade. En tout cas, sa fille est en classe de psychologie avec la mienne, donc elles sont dans la même classe, donc c'est bien, déjà elle a une fille qui fait des études de psy. C'est pas mal. Alors, oui, je voulais parler du rôle de l'homme et du rôle de la femme. Ça vous intéresse? Alors, donc vous n'allez pas me sauter dessus tout de suite, hein, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Alors, comme vous avez vu, déjà physiquement, on est très différents. On va déjà parler de la femme. La femme, elle est dans l'accueil. L'homme, il est dans le comblement. D'accord? Là, il faudrait que j'ai un truc qui je puisse vous faire les deux en même temps, mais je ne peux pas. Ah si, la femme, non? Ouais. Bon, grave. Alors, c'est pas grave. Si la femme n'est pas dans l'accueil, comment elle peut permettre à l'homme de la combler? Impossible. L'homme va venir en consultation, va me dire, mais ma femme, elle a toujours mal à la tête, elle a toujours quelque chose qui lui gêne, c'est une fois elle a ses règles, une fois elle a ses copines, une fois elle a ses dossiers, une fois elle a un truc, bref, c'est une catastrophe. Ma femme n'est pas accueillante. Et la femme va me dire, oui, mais comment voulez-vous? Il m'achète jamais rien, il n'est pas protecteur, il n'est pas romantique, il me caresse une seconde les seins et puis il me saute dessus. Comment voulez-vous que j'ai envie, moi, d'un homme comme ça?
Ça veut dire que le rôle de l'homme, c'est d'être comblant. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire être comblant? Ça veut dire, être protecteur, savoir protéger sa femme. Ça veut dire, ne t'inquiète pas, mon amour, quand je suis là, tu ne crains rien. Déjà, les femmes, si elles entendent ça, elles se disent, waouh, il est super, mon amoureux. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des hommes qui parlent comme ça à leurs femmes. Mais on leur apprend, on consulte, et les femmes me disent après, qu'est-ce que vous avez fait à mon mari? Il a complètement changé. Il n'a pas grand-chose, juste lui expliquer son rôle, quoi, parce que sa mère, elle ne l'avait pas fait, donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, n'est-ce pas? Donc l'homme, son rôle, c'est de montrer la direction, c'est là-bas qu'on va aller, de dire non quand c'est non, de dire oui quand c'est oui, et de protéger sa femme, et de lui apporter tout ce dont elle a besoin, pour pouvoir la combler. Et elle, Quand elle le laisse. si elle le laisse, elle sera la reine. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va passer son temps à l'accueillir, à se faire jolie, à préparer à la maison, à aller chez le coiffeur, si elle peut, si elle a les moyens, à faire une bonne bouffe, si elle est une cuisinière, à faire des petites choses sympathiques pour que quand il rentre à la maison, elle lui dise pas « Oh écoute, ça va, moi je suis crevée comme toi, ça va, hein, moi aussi je bosse, tu vas pas commencer à m'emmerder, hein, fais-toi ta bouffe tout seul et puis rendez-vous demain. Hein. » C'est sûr que ça va pas très bien dans un couple. Parce qu'on a chacun un rôle, on a une fonction. Et ça se voit depuis le Moyen-Âge. Un homme a un pénis, une femme a un vagin. Ça existera toujours comme ça. Et un pénis, qu'est-ce qu'il fait quand il ne peut pas bander? Bah, pas grand-chose, hein, il fait pipi. D'accord? Et donc, nous, les femmes, bah, on empêche beaucoup nos hommes de bander. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'à force de leur dire à nos hommes, tu vaux rien, t'es un bon à rien, moi aussi je travaille, moi aussi j'amène du pognon à la maison, moi aussi je m'occupe de ci, moi aussi je m'occupe de là, et bien l'homme il dit, bah alors moi je te sers plus à rien mes chéris. Hein. Castratrice, exactement. Et comme il a eu l'habitude d'avoir déjà la même chez lui quand il était petit, il se dit, de toute façon toutes les femmes c'est des castratrices. Hein. Ma mère aussi elle était castratrice, alors tu sais, hein, je suis habituée. Mais non, c'est justement pas ça qu'il faut. Faut pas faire de nos hommes des castrés, sinon après on va pas se plaindre que tous les plus beaux mecs sont partis avec des mecs quand même. C'est à cause de nous, tous ces homos. Moi quand je les vois défiler plus beaux, est-ce qu'il nous reste à nous, les jolies femmes après, que des gros et des chauves? Moi je préfère regarder les homos qui baladent dans la rue, je me dis waouh, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Ça n'a rien à voir. Hein? Ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir. Il ne fait rien faire. Ça, Les homos, c'est à la base, c'est pas. Ah, pas du tout. On devient pas homo. Hein. Alors bon, justement, ça on peut en parler. C'est un autre sujet. Ça sera pour le prochain livre. Bon, en tout cas, c'est à cause de nous, les mamans, qu'on fait des hommes castrés. Parce qu'à force de dire à notre fils, tu ne dois pas pleurer, ça ne se fait pas de pleurer quand on a un garçon. Tu dois être fort, tu dois faire ci, tu dois faire là, tu dois machin. Ou lui dire, oh, tu pleures comme une mauviette, regarde-moi comment tu es. Vous croyez que le garçon, il va se sentir fort? Non. Il va dire, bien, mon chéri, maman, elle va te faire un petit bisou, ça fait mal, mon cœur. Hein. Allez, mais t'es fort, t'es un grand garçon. Allez, vas-y, tu vas t'en remettre vite. Là, il aura été écouté, entendu, consolé, et il repart comme un guerrier. On n'a pas à le rendre castré dès qu'il est petit. Et moi, je les vois tout de suite, les petits garçons castrés. Tout de suite, malheureusement. Vous avez raison, ça va très très vite. Et puis, ces petites filles, on va élever comme des garçons qui n'ont peur de rien, qui se baladent rue, qui se blessent tout le temps, qui sont les plus ci, les plus ci, les plus là. Elles me disent en consultation, mais j'arrive pas à être une femme. Je suis pas bien avec les hommes, je me sens pas bien, j'ai l'impression de les dominer. J'ai l'impression que c'est des serpillères avec moi. Où je vais trouver cet homme-là qui va savoir me dire non, ta gueule, où il est? Ben oui, où il est. Où il est parce que cette femme-là, ben, elle aura été élevée comme les garçons, ça sert à rien, c'est toi le garçon de la famille. C'est toi, ma chérie, le garçon de la famille. Ben, elle, dans sa tête, elle est le garçon de la famille. Alors après, vas-y, construire une famille, vas-y, chercher un homme qui va être encore plus fort que ça alors qu'elle s'est dans la famille. Donc ça, c'est très difficile. Et ça explique pourquoi je suis timide. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis timide? Je suis timide, ça veut dire, je ne peux pas me présenter véritablement comme je suis. Car je suis du verbe être timide. Je ne peux pas vous dévoiler qui je suis parce que je ne sais même pas qui je suis. Quand j'ai demandé à ma mère comment je suis née, il m'a dit qu'elle ne se rappelait plus. Ou quand j'ai demandé à mon père s'il voulait un garçon, il m'a dit qu'il s'en foutait. Et bien dans le reverse, on le revit, on le ressent et on le retrouve. Et ce petit bébé qui nous tire par la manche, il nous dit merci après.
Parce qu'il nous dit à tous, ça y est, maintenant je sais, j'ai senti, j'ai revécu la grossesse, et vraiment c'est une expérience que je conseille à tous de vivre, c'est fabuleux, le rigueur. Et surtout si c'est fait par moi, je vous garantis que c'est fabuleux, les autres, je ne sais pas, je ne peux pas le dire à 100%, mais moi j'ai eu du mal à trouver quelqu'un qui me le fasse bien, mais j'ai trouvé quand même quelqu'un qui me l'a fait, j'ai cherché beaucoup. Entre ceux qui savent et ceux qui disent qu'ils savent, c'est pas évident non plus. Mais bon, quand on tombe sur quelqu'un qui sait le faire, véritablement, et que vous sortez de cette séance complètement ébahi par les 9 mois que vous avez été dans la grossesse avec votre mère, votre vie elle change, c'est clair. Il y a des larmes qui coulent, il y a des rires qui se mettent, vous êtes dans un autre état et vous comprenez pourquoi vous êtes comme ça aujourd'hui. Et une fois qu'on comprend pourquoi on est comme ça aujourd'hui, on s'en sert. Quand on ne comprend pas pourquoi on est comme ça, on ne peut pas s'en servir. On est victime. Et vous savez, on a aujourd'hui des vies qui terminent, on a des longues vies aujourd'hui, on a jusqu'à 120 ans. Moi j'ai une patiente de 104 ans, une femme géniale qui vient une fois par semaine me voir. Parce qu'elle a ses 3 enfants qu'elle a laissés enfermés dans la chambre sans le savoir, ils se sont enfermés à clé et son fils a violé ses 2 sœurs. D'accord? Et elle n'a jamais compris, pour elle c'était quelque chose de... Et elle s'est décidée depuis 3 ans de venir consulter parce qu'elle s'est dit je ne peux pas partir sans faire un point de tout ça et puis sans mettre les choses en place avec les enfants parce que maintenant ça se perpétue chez les petits-enfants et est-ce que vous pouvez m'aider? C'est pas 3 séances alors? Non, c'est pas 3 séances, ça a pris du temps parce qu'en plus c'est difficile à cet âge-là de comprendre qu'elle n'est pas coupable. Elle ne savait pas qu'il ne fallait pas laisser 3 enfants s'enfermer dans la même chambre quand ils ont 12 ans, 10 ans, 8 ans. Et on ne lui avait jamais dit non plus. Donc tout ça pour vous dire qu'il n'y a jamais d'âge pour être heureux, il n'y a jamais d'âge pour aller voir qui nous sommes. Il n'y a pas d'âge. Le bon moment, c'est celui où vous en avez ras-le-bol et vous vous dites « je ne suis pas heureux ». C'est marrant parce que j'ai tout pour être heureux sauf le bonheur. Et bien vous voyez ça, j'ai tout pour être heureux sauf le bonheur, c'est le petit déclic qui doit vous faire vous dire « faut que je consulte ». Et je ne suis pas là pour prôner la consultation, je suis là pour promouvoir le fait que c'est important que quoi que l'on ait eu dans cette vie, on puisse la traverser avec le bonheur. Parce que la meilleure façon que j'ai eue, moi, de comprendre comment traverser la vie, c'est le bonheur. Il faut être heureux chaque jour. Il faut vivre chaque instant de notre vie comme si c'était le dernier. Et vous voyez, moi, si je mourais après cette magnifique conférence que j'ai avec vous, je serais très heureuse. Parce que j'ai fait de mon mieux pour être avec vous, pour vous soigner, pour vous aider, pour vous chouchouter, vous dorloter à ma manière, vous dire que rien n'est perdu, rien n'est foutu, que vous avez encore beaucoup d'années devant vous, même si la vie est courte, la route est longue. Voilà. Maintenant, je veux bien répondre à vos questions si vous en avez, et puis voilà. Et on passerait le micro après, d'accord? Vous avez le micro? D'accord? Je vous écoute. Oui, ma question c'est, pouvez-vous expliquer la psychologie d'un homme macho? Un homme macho? Oui. Qu'est-ce que c'est un homme macho? Un homme macho, c'est un homme qui pour aborder une femme, il l'agresse. Un homme qui Dominant. C'est pas pareil, hein, un homme dominant, un homme Je macho. sais pas. Parce qu'un homme macho, c'est vraiment bien un homme macho. Macho. Un homme qui a une main de fer dans un gant de velours, c'est un macho. Alors, un homme qui fait du mal à la femme, voilà. Ça, c'est pas un homme macho. C'est la femme qui domine en fait. C'est pas un homme. Ok, C'est pas un homme. Un homme qui fait du mal à une femme, c'est pas un homme. C'est tout. C'est quelqu'un qui est malheureux. Et quelqu'un qui ne sait pas exprimer son masculin de la bonne manière. Il croit que pour exprimer son masculin, c'est à travers sa domination, c'est à travers son rapport de force, c'est à travers une bonne gifle ou un bon coup de queue. Il n'a pas compris comment il fallait faire pour vraiment être délicat, attentif et attentionné avec sa femme. Donc c'est pas un homme, c'est un homme qui souffre. Ça saura peut-être un homme un jour. Il deviendra un homme, mon fils. Encore faut-il que tu en aies envie. C'est lié à la religion. C'est relié exactement à notre éducation judéo-chrétienne. C'est relié au fait que nos mères, c'est gentil, merci, ça c'est un amour, c'est relié. On n'est pas relié. C'est relié au fait que nous les femmes, vous comprenez, on a quand même un rôle et une mission extrêmement importante dans cette société. On porte un bébé pendant 9 mois. Les hommes, ils sont jaloux.
Pendant 9 mois, on est comme ça avec notre bébé. On lui dit mon petit bébé chéri, non. Et je saute, et je cours, et je marche, et je joue au golf, et je fais ci, je fais là. Et lui, il est là, collé à nous. Et on lui dit ça va pas. Alors tu sais ce qui m'arrive aujourd'hui? Oh, ça va pas du tout. Mon mari, on s'est engueulé. Et le bébé, il entend tout. Il entend tout, ce bébé. Il vit avec nous. Il entend tout. Vous devez comprendre ça. Moi, quand je m'occupe des femmes enceintes et que je leur dis mais vous êtes en train de vivre les 9 mois les plus importants pour votre enfant. Vivez-les avec un bonheur, soyez heureuses. C'est pas la peine de raconter à vos copines, il y a ci, il y a ci, il y a ci, il y a là, vous allez déjà faire un bébé déprimé à la naissance. À quoi ça sert? Ce bébé, il est là. Le responsable, c'est encore la mère. La mère, c'est très important, la mère. Donc le mec, il faut qu'il voit avec sa mère. Le mec, il faut qu'il voit avec son psy. Il faut aussi avec la personne qui est en face. Il faut qu'il voit avec son psy, c'est-à-dire qu'il s'aperçoit qu'il a un problème à régler, avec un mauvais chemin, c'est-à-dire que sa mère, elle lui a dit c'est par là le chemin, lui il a été par là. Donc il fait que projeter, peut-être que lui il a eu son père qui était comme ça avec sa femme. Avec sa mère, il a peut-être vu toujours ça dans sa vie, lui. La nana, il faut qu'elle dise stop, c'est pas ça que je veux. C'est qu'elle sache dire non. Donc vous verrez sur mon site, j'apprends à dire non, j'apprends à dire stop, j'apprends à dire je suis pas d'accord. C'est très important. C'est pas parce qu'on est dans l'accueil, on est dans la réception, mais on peut dire non aussi. On peut dire oui et on peut dire non. Oui, non, oui, non. Et quand on dit non, l'homme ne doit surtout pas nous violer. L'homme ne doit surtout pas dire si, non, j'ai pas envie, je n'ai pas envie de toi ce soir, je suis fatiguée. Mais pas, je l'ai fait pour faire plaisir, vous comprenez? Comment ça pour faire plaisir? Ben oui, j'ai fait mon devoir, madame. Votre devoir? C'est un devoir de faire l'amour avec son mari? Bah oui. Bah non, c'est pas un devoir de faire l'amour avec son mari. Faire l'amour avec son mari, ça doit être un plaisir. Et si c'est pas un plaisir, il faut changer de mari ou il faut faire pareil une thérapie. La thérapie, elle aide à tout ça. Qu'est-ce qu'on recherche à travers l'homme et la femme, ou les deux femmes, ou les deux hommes avec lesquels on va être? L'amour, qu'est-ce qu'on cherche avec l'amour? C'est l'harmonie. L'harmonie. Dans ton prochain livre qui sort pour la Saint-Valentin, c'est bientôt, s'appelle La tyrannie de l'orgasme. Et là, je parle que de cette tyrannie de l'orgasme qui nous fait tous devenir fous, et on se dit, je ne jouis pas avec mon mari, pourquoi? Il fait mal, je n'aime pas, je suis éjaculateur précoce, je suis un ci, je suis un là, je suis une frigide, je suis ci, je suis là. Tous ces mots qui veulent rien dire. Simplement, on n'est pas en harmonie. Puisque j'ai pas pu être femme et lui, il ne sait pas ce que c'est être homme, déjà apprenons ce que c'est être une femme et qu'est-ce que c'est être un homme, et ensuite, on ira beaucoup mieux. S'aimer. S'aimer soi, déjà. Encore, on a du masculin et du féminin dans les personnes. Voilà. C'est la personne, un homme, il a plus de féminin. Alors, on a tous du féminin et du masculin. Donc, c'est l'anima et l'animus. Quand je suis en face de vous, là, il y a mon féminin qui parle à votre masculin. Mais il y a aussi votre féminin qui parle à mon masculin. Ça veut dire qu'on est capable de s'entendre, de s'écouter, de se ressentir. Quand on a nos deux masculins qui se parlent, on est en conflit. Vous avez déjà vu deux filles qui se disent « Non, je suis pas d'accord, elles sont en conflit ». C'est quand les deux masculins sont en conflit. Quand les deux féminins sont en truc, elles sont bien, on va faire des courses, oui, on va faire ça, j'ai commencé, là, c'est les deux féminins qui se trouvent. Mais quand on change en permanence dans un couple, que quelquefois l'un est masculin, l'autre est féminin, c'est à quel moment qu'on s'en rend compte? Quand on fait l'amour. Quand on fait l'amour, on est un. Il n'y a plus de masculin et de féminin. On est l'un dans l'autre, et 1 plus 1, à ce moment-là, ça devient 1. Sinon, 1 plus 1, ça fait toujours 3. Parce qu'il y a lui, il y a moi, et il y a la relation que nous tissons l'un avec l'autre. Oui, mademoiselle. Quand c'est la femme qui porte la culotte dans le couple, et que donc elle casse son mari, et que quand elle lui laisse, quand elle est dans l'accueil, et qu'elle lui laisse la combler, la manière dont il le fait, ça lui plaît pas. Donc elle se dit, il le fait pas bien, donc je vais le faire. Que pensez-vous de ce genre de femme? Eh bien, ce genre de femme, la pauvre chérie, c'est qu'en fait, elle n'a pas compris qu'elle ne pouvait pas prendre la place de son mari. Elle allait dire, si tu n'es pas capable de t'occuper des enfants, surtout ne t'en occupe plus. Hein. Si tu n'es pas capable de faire à manger, surtout ne fais plus à manger. Hein. Je vais tout faire à ta place. Et ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le fait se perdre, en plus. Au lieu de lui dire, écoute,
Tu n'es pas capable de faire ci, ben, on va t'aider à y arriver. Tu n'es pas capable de faire ça, c'est pas grave, on va apprendre à y arriver. Tu veux me combler? Oui, bien sûr, j'ai envie de te combler. Alors je vais t'apprendre à le faire, je vais te dire ce qui me ferait plaisir, je vais te dire comment tu pourrais y arriver. Mais pas, t'es un incapable de me combler, je vais me combler à ta place, je vais prendre un amant. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les choses à la place de l'autre. On peut l'aider à prendre sa place, on peut être chacun dans notre place, mais on ne peut pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Jamais. Jamais. Oui? J'ai une question. Je voulais savoir, je suis très très d'accord avec tout ce que vous dites, mais ça me surprend, dans le sens où... Je suis surprenant, je sais. dans le sens où c'est tout ce que vous dites sur le fait d'avoir un rôle de comblant, un rôle d'accueil. Est-ce que c'est irrémédiable pour vous, malgré le changement de société Dans l'homosexualité, par exemple? Non, mais à tout niveau. Est-ce qu'il y aura toujours un rôle pour la femme d'accueil et toujours un rôle pour l'homme de comblant? Bah, il y a des hommes qui sont dans l'accueil aussi. Les hommes qui accueillent leurs partenaires, bah, ils sont dans l'accueil. Oui, mais il reste des hommes. Oui, mais ils sont dans l'accueil, ils ont pris la place de la femme. Dans les deux partenaires homosexuels, il y en a un qui est dans l'accueil et l'autre qui comble. C'est très très rare qu'ils fassent tous les deux. Il y a toujours cette dichotomie où il y a... C'est pas une dichotomie, c'est il y en a un qui doit accueillir et l'autre qui doit C'est ça. combler. Donc il y en a un qui doit faire ça et l'autre, il y a des rôles Mais qui c'est sont... pour faire l'union. D'accord. C'est l'union. C'est l'union. Et alors, Il peut y avoir des échanges. c'est l'union qui fait la force, c'est l'union la force. C'est ça, hein? Donc même chez les homos, même chez les femmes homos, moi quand elles viennent en consultation, qu'elles me disent je suis homo, etc., je leur demande comment vous faites l'amour, elles m'expliquent, elles me disent, même entre deux femmes, il y en a une qui est comblante et l'autre qui est comblée. Bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On a besoin d'être l'un dans l'autre pour faire un. Et c'est ça qui est bon, c'est de devenir un, c'est qu'on ne sait plus comment on s'appelle, ni qui est qui, ni où on habite, on est un, on est bien, Je le pense aussi, mais on est à l'unisson. il semble qu'il y ait un vent qui veuille annuler un peu Mais ça, c'est... et aplanir les choses pour dire il n'y a pas de rôle. Eh bien, je suis pas d'accord, je vais parler à des adultes. Alors, je voudrais vous parler aussi d'une chose qui est très importante, c'est justement cette union. Cette union que nous recherchons tous. Qu'est-ce que c'est cette union que nous recherchons tous? C'est ce qui est arrivé pendant les 9 mois où on était dans le ventre de notre mère. C'est-à-dire être complètement envahi de cette chaleur, de cette eau, ce qu'aujourd'hui on appelle les femmes fontaines. Il y a beaucoup de patients qui viennent me dire « Ah, j'aimerais bien être une femme fontaine. Ah, j'aimerais bien connaître ce fameux orgasme qui est le point G. Vous pouvez parler du point G, etc. etc. » Oui, bien sûr, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est ce truc qui s'appelle le point G? C'est simplement le fait de comprendre que nous, les femmes, pour pouvoir vraiment être heureuses, il faut qu'on soit dans la confiance, qu'on soit avec un homme qui puisse nous combler. Et donc, pouvoir nous ouvrir complètement et les laisser nous posséder, nous prendre, sans avoir peur et être complètement... on s'ouvre et on est très, très, très généreuse dans notre... dans notre don, merci. C'est la même chose. Car le point G se situe chez tous les hommes, et ça je le dis à ceux qui ne sont même pas homo, dans l'anus. Et donc ça veut dire que nous, les femmes, on est tout à fait capables de donner un point G à nos hommes, puisque c'est l'intérieur, nous, vous savez, l'espace qui s'appelle le clitoris, derrière le clitoris, la partie interne de notre clitoris, c'est-à-dire c'est comme un iceberg, il y a un tiers visible, 2 tiers invisibles. Dans les 2 tiers invisibles, c'est là que se cache justement le point G. Et chez l'homme, c'est exactement de l'autre côté, et lui aussi il a son point G. Donc les homos, quand ils ont découvert leur point G, ben, ils ne veulent plus ressembler avec des femmes. Ils disent que leur jouissance, elle est vraiment nulle par rapport à ce qu'ils ont découvert avec leur homme. Mais nous, les femmes, on peut leur faire ça. Et c'est pas difficile du tout. Ça veut dire qu'à partir du moment où on se comprend, on sait comment on fonctionne, on sait comment on a des besoins les uns des autres, eh bien, on est complet. C'est la prostate. Et d'ailleurs, les hommes qui n'ont pas joui de leur point G, ils ont tous des cancers de la prostate, je vous signale. Et les femmes qui n'ont jamais été femmes fontaines, elles ont tous des cancers aussi. Des ovaires, du vagin, de l'utérus. Donc on est fait pour jouir, pour avoir du plaisir, pour être bien dans notre peau, pour être bien dans notre tête. Et vous les voyez, ces femmes dans la rue, quand elles ont des sales gueules et qu'elles sont frustrées, j'ai envie de leur dire, mais allez vous faire baiser, jouissez, arrêtez de nous emmerder, à nous mettre des PV sur nos bagnoles, arrêtez. Vous a empêché de baiser.
ça. Qu'est-ce qui vous empêchait de dire ça? Mais franchement, c'est impossible, c'est important. On est là pour y loger blanchi au chaud. Un vrai club med, c'est extraordinaire. Oui. Dans les reverse, comment vous dites la thérapie? Le reverse. Vous dites qu'on se souvient de ce. Moi, je Ah me oui. souviens pas, moi. Toi, tu te souviens. Personne ne se souvient. Dans le conscient, personne ne s'en souvient. Moi, je travaille donc avec un petit appareil on met des petites diodes dans les mains. Ça fait bzz, 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 bzz. On règle le rythme, la force. Et on travaille donc cerveau gauche, cerveau droit, cerveau gauche, cerveau droit. C'est la suite de ce qu'on appelait à l'époque l'hypnose ericksonienne. D'accord? C'est-à-dire que c'est un peu comme une hypnose, sauf que c'est plus élaboré aujourd'hui, puisqu'on ne dort pas, on est éveillé complètement et on se rappelle de tout ce qu'on a ressenti. Donc oui, c'est ton inconscient qui a bloqué pour te protéger. Voilà. Et on ne dort pas. Bah, l'hypnose, on ne se rappelle pas de tout. On est un peu on est dans un état second. Là, on est dans un état primaire. On se rappelle, on vit les choses à fond. Oui, monsieur. Bonjour. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué l'homme dans le cadre familial, en tant que protecteur, chef de famille, un petit peu tout ça. Et moi, c'est vrai que je suis assez d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est un assez donné. Vous voulez le micro? Il y avait un deuxième micro, il y a quelqu'un qui l'a? Le rôle du père dans le cadre familial. Voilà, ça marche mieux. Donc j'étais assez d'accord avec vous dans ce sens-là en fait. Je pensais la même chose que vous. Et c'est vrai que dans mon entourage, on dit souvent que je suis macho. Alors je voulais savoir si j'étais vraiment macho, si j'avais un travail à faire sur moi-même, ou bien si effectivement, quelle est la place selon vous exactement de l'homme dans la famille. Voilà. Si vous êtes macho, si on reprend ce que disait madame, ça veut dire que vous frappez votre femme, c'est ça? C'est-à-dire que fais ce que je te dis, sinon ça ne sera pas, c'est ça? Je te la fous la raclée, c'est ça? C'est ça. C'était pas du tout ça. Vous n'êtes pas macho. Vous dites, voilà, moi, ma manière de voir, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que tu veux suivre cette direction avec moi? C'est moi qui ai un pénis quand même. Ça veut dire que c'est moi qui vais montrer la direction. D'accord? Donc continuez à être comme vous êtes, expliquez-leur qu'est-ce que tu appelles macho, qu'est-ce que tu appelles un macho, et certainement qu'ils ne savent pas employer le bon mot. Souvent les gens disent oui c'est un macho, mais un macho c'est super bien. Moi c'est vrai que je verrais plus le père de famille comme un capitaine, comme quelqu'un, voilà, le mât, et c'est vrai que j'ai été éduqué totalement comme ça. Religieusement. Et voilà, puis aujourd'hui j'ai certaines reproches, je ne dis pas que c'est tout le monde, hein, c'est assez minime, mais c'est vrai que des fois j'ai ces reproches-là. Sont les femmes qui reprochent ou les hommes sur leur féminin? Parce que moi, par exemple, je pense qu'il y a un devoir affectif, je pense qu'il y a un devoir de protection de l'homme envers la femme, et je pense qu'il y a un devoir plus ou moins affectif de la femme vers l'homme. Et je pense qu'aujourd'hui ça tend à disparaître avec justement toutes ces femmes qui disent oh, mais je ne peux pas assumer ce rôle, je peux pas. Exactement, et c'est pour ça que vous avez. Les hommes et peut-être pas, voilà, peut-être qu'on devrait remettre quelque chose. C'est pour ça que j'écris des livres. C'est pour ça que j'écris des livres. Pour remettre les choses en page. À la page. Je pense que l'homme a affaire un peu d'identité pour vivre. Bien sûr, on a tué nos hommes, hein, petit à petit, hein, dans l'œuf. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Merci. Alors, mais pour répondre en plus à ce qu'il dit, la femme, quand l'enfant se fait mal, d'abord la femme qui porte le lait, c'est elle qui donne à son enfant. On est d'accord, donc elle a un rôle nourricier. Elle a un rôle de cajolerie, d'émotion, de tendresse, de le prendre dans les bras. Parce que quand même, les hommes, ils ont de la chance, parce qu'ils vont partir des bras de leur mère aux bras de leur femme. Mais nous, on va partir des bras de notre mère aux bras de notre mec. Ça va pas être toujours facile. Ça veut dire que c'est nos bras à nous qui vont devoir nous materner.
Il va dire, oh, écoute, va voir tes copines, moi j'ai autre chose à faire, j'ai les dossiers, la compta, les impôts, écoute, ma chérie, t'es un peu dépressive, va voir quelqu'un. Et c'est vrai, il n'est pas là pour être notre mère. Donc on doit être assez, on va dire, assez doué, assez réfléchi pour se dire, voilà, si j'ai des petits problèmes en ce moment avec ma maternité, avec ma faiblesse, etc., à moi d'aller faire mon travail. C'est pas à lui de combler ça, ça sera jamais notre mère, notre mari. Du matin au soir, mais quelle catastrophe pour ces gosses. Et après, les parents se Quelle plaignent, catastrophe. Ils sont tout seuls, ils font les pires conneries, ils boivent, ils fument des pétards, ils sont complètement intoxiqués, ils sont tous addictifs à des tas de trucs parce qu'ils n'ont pas d'amour. D'accord, il y a de l'argent à la maison, d'accord, ils vont en vacances, d'accord, ils ont un scooter, mais mon Dieu, où est l'amour? Donc peut-être que si on reprenait chacun nos trucs en disant, écoute, tu travailles, moi aussi, bah, ça serait bien que le mercredi après-midi, par exemple, on bosse pas, une fois c'est toi, une fois c'est moi, le samedi après-midi, on bosse pas, une fois c'est toi, une fois c'est moi, etc. Qu'il y a une répartition, bah, les enfants, ils ressentiraient de l'amour. Parce que l'argent ne fait pas tout dans la société. Hein. L'argent, ça n'a jamais rendu heureux. Jamais. Sinon, ça se saurait. C'est une illusion de croire que l'argent rend heureux. Ce qui rend heureux, c'est la communication dans l'amour. Et ensuite, l'argent, ça aide à se faire des cadeaux, à se faire plaisir, à bien manger, à partir en vacances, etc. Mais quand on s'aime, on peut dormir par terre. En revanche, quand on ne s'aime pas, on peut être dans un lit extraordinaire avec 15 coussins, on n'est pas heureux dans le lit avec la personne avec qui on est couché. Donc je veux dire que moi, j'ai beaucoup d'expérience, je vois des riches et des pauvres en consultation, et ben, ils ne sont pas plus heureux quand ils sont riches. Hein. Si vous en compte d'aller à Monaco, vous allez voir. Bah, aller partout, dans le monde entier. Oui, mademoiselle. C'est à cause du féminisme, mais aussi avec la guerre, les femmes étaient obligées d'aller travailler. Je pense à un moment, ça monte. Bien sûr, ça a toujours, il y a beaucoup de raisons. Mais ce qui est important, les raisons, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de revenir à la réalité des choses, revenir au manque d'amour, revenir à regarder ces gosses qui sont livrés à eux-mêmes, regarder ces gens qui sont malheureux. C'est ça qui est important. Le reste, on n'en a rien à faire, franchement. Quelle société, quel machin, à qui la faute, à qui le truc. Ça sert à quoi de juger? À rien. Ce qui sert, c'est de se dire, voilà, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Moi, j'ai 3 enfants, qu'est-ce que j'ai envie de leur donner à mes enfants? Mais il y a quand même une société qui est là. Parce qu'avant, comme elle disait, avant, la femme restait à la maison. Aujourd'hui, elle reste à la maison. C'est la société qui a fait ça. C'est pas l'individu qui l'a fait. Mais c'est pas parce que la femme, elle n'est pas à la maison que la femme, elle peut être une mauvaise mère. Elle peut être à la maison et être mauvaise. Elle peut être restée à la maison. C'est d'avoir sa mère. Il y a des femmes qui sont restées à la maison toute leur vie qui n'ont jamais donné d'amour à leurs enfants. Donc ça ne veut rien dire. L'important, c'est le minimum de temps qu'on donne à notre enfant. Même si c'est une demi-heure par jour, mais une demi-heure vraiment. Ça suffit. On l'écoute, on le soigne, on l'entend, on le console, ça suffit. Moi, je leur dis aux mamans, je leur dis, mais une vraie demi-heure. Mais on n'est pas en consultation, là, c'est les autres. Ouais. On n'est pas en consultation. Il est jaloux. Quand c'est des couples de femmes, bon, les enfants, comment ça se passe? Ça se passe comme si c'était... Si dans le couple de femmes, il y en a une qui fait le repère paternel et une qui fait le repère maternel, et puis que l'enfant il a des tontons pour pouvoir se projeter si c'est un garçon sur un univers masculin, ça sera très bien aussi. C'est mieux d'être avec une maman qui va donner le repère paternel et une maman qui va donner le repère maternel, qu'avec une mère et un père qui vont être archinades. Dans la tête. Dans la tête, elle a les couilles, la femme. Il n'y a pas de problème. Comment? Ah oui, quand il y a un parent. Ça, bah oui, les familles monoparentales, c'est très très difficile. Parce que l'enfant, il vit en fusion avec sa mère. C'est-à-dire qu'il fabrique un couple avec sa mère. C'est-à-dire que sa mère et lui, ils font le couple. Surtout quand c'est un garçon. Le garçon devient le mari de sa mère. Il prend toute la place. Je suis archi désolée de dire ça, mais ça fait énormément souffrir un enfant de n'avoir qu'un parent. Et ils viennent me voir en consulte en me disant, c'est qui peut m'aider à prendre la place que je dois prendre pour faire plaisir à ma mère? J'en ai plein des gamins comme ça. Et quand on fait un enfant tout seul, c'est parce qu'on croit que voilà, notre horloge biologique a tourné, j'ai envie d'avoir un enfant, j'ai pas trouvé le bon, je vais pas me priver, donc je vais faire un enfant. Et quand on fait un enfant tout seul, il faut absolument lui donner une projection extérieure, paternelle, qui va permettre de pouvoir à cet enfant se projeter vers l'extérieur. Et ne pas vivre en fusion mère-fils, parce que lui, il est complètement foutu. Imaginez-le après sa vie, comment ça va être. Pour se projeter, c'est très avec sa femme.
Très très dur. Il aura l'impression de trahir sa mère quand il va aller vers une femme. Il ne pourra pas laisser sa mère. Mais vous disiez, il n'y a pas de main, en fait. Là, il n'y avait pas de main. Il n'y a pas de main. Non. C'est-à-dire que quoi, monoparental, on est à la dérive. Il n'y a pas de main pour donner la direction. Il n'y a pas d'homme. Mais si, parce que ça dépend si vous avez pris le main en vous, si c'est vous le main. La personne, la femme peut être le mât et la voile. Elle peut faire les deux, mais c'est l'enfant qui ne peut pas trouver les deux. l'accueil. Elle peut être dans l'accueil et lui dire non. Mais c'est vachement dur. Et puis elle peut. Je veux dire, prenons l'exemple d'une femme qui est super, qui a travaillé sur elle, elle a fait une thérapie, elle vient me voir en thérapie, elle me dit voilà, j'ai un bébé, j'assume, machin. Je lui dis ok, 1, jamais dormir avec votre enfant. 2, ne jamais le prendre dans le bain avec vous. 3, il a sa chambre et vous avez votre chambre. 4, vous sortez à droite à gauche, c'est-à-dire il y a des règles. Pour qu'il puisse se dire je ne suis pas la partie comblante de ma mère. Tout est possible. À partir du moment où c'est bien fait. Mais pas n'importe comment. Je dis pas que c'est impossible. Bien sûr que c'est possible. Mais pas n'importe comment. Il faut savoir qu'est-ce qui se cache, excusez-moi, qu'est-ce qui se cache derrière chaque action. Derrière une action, il y a toujours une réaction. Derrière une mauvaise action, il y a toujours une mauvaise réaction. Mais derrière une bonne action, il y a une très bonne réaction. Oui. Pouvez-vous nous expliquer encore plus qu'est-ce que c'est le machisme? Le machisme, c'est en fonction de... Moi, je trouve que le machisme, normalement, le machisme, c'est très positif. C'est une main de fer dans un gant de velours. C'est ça, le machisme. Ça veut dire, je suis un homme, mais j'ai la douceur pour te montrer la direction. Je suis un homme, je te protège. Il ne va rien t'arriver, ma chérie d'amour, quand tu es avec moi, parce que celui qui va t'embêter ou te passer un savon, je serai là pour te protéger. Mais ça ne veut pas dire que moi j'ai tous les droits sur toi et le droit de te donner une balle et de te violer et que tu m'es soumise et que je prends pouvoir sur toi. C'est pas ça être macho. Être macho, c'est être à la hauteur. Et macho, ça veut dire en italien. Ça veut dire masculin. Il macho, il masculino, c'est macho. Espagnol. Ça, c'est venu de l'italien et de l'espagnol. Ok? Italien et espagnol. Les latinos. Mais c'est très bien les machos, les vrais machos. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on dit n'importe quoi sur n'importe quoi. On appelle un dominateur, comment dire, un dominateur contrôlant, agressif, un macho. C'est pas ça, un macho. Macho, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui quand il donne une batte, il se retrouve en tôle? Bah, j'espère bien. J'espère bien. Non, une batte à son enfant. Ah, à son enfant, bah, si elle n'est pas méritée, s'il doit se craquer la mâchoire, oui, hein. Ça dépend aussi. Vous nous expliquer encore plus la timidité, c'est pas encore clair. Ah ben il faut acheter mon livre. Hein. Tout est écrit dans mon livre. Hein. Oui, monsieur. En résumé, on n'est pas timide par hasard. Tout timide naît au monde avec une raison d'être timide. Et ensuite, il a toute sa vie pour pouvoir faire de sa timidité une force. Car quand je sais pourquoi je suis timide, je sais comment ne plus l'être, ou je sais qu'est-ce que j'ai envie de travailler sur ma timidité. Par exemple, si je suis rouge, moi je suis une grande timide par exemple, ça ne se voit pas, hein. Ben ouais, mais j'étais super timide avant. Qu'est-ce que vous avez fait J'ai fait une thérapie, je suis devenue psy. Je me suis soignée à travers ça. Je me suis soignée en me disant, bon, tu as plein de choses à dire, tu ne sais pas les dire, tu vas travailler là-dessus, tu as une enfance difficile, etc., comme presque tout le monde sur Terre. Eh ben, tu vas devenir toi-même en faisant des études et ensuite tu vas aider les gens à devenir eux. Ben, aujourd'hui, je suis plus timide parce qu'aujourd'hui, je suis bien dans ma peau. Mais avant, j'avais peur de parler parce que j'avais peur de dire n'importe quoi, j'avais peur de ne pas être comprise, j'avais peur qu'on me prenne en flagrant délit de dire n'importe quoi, je ne savais pas. Aujourd'hui, je sais, donc j'ai plus peur. En classe, en général, les élèves, il y a des élèves timides carrément, ils ne s'affirment pas, ils n'osent pas poser des questions, et répondre à la question, puis d'autres, tac. Eh ben, ceux qui sont tac, c'est qu'ils ne sont pas timides, ils sont bien dans leur peau. Oui, monsieur le gars. Ça m'a envie de vous poser une question par rapport à votre façon de s'exprimer. Et maintenant, comme je disais à l'instant, vous m'avez donné l'idée pour une deuxième. Mais je vais commencer par le premier. Vous avez dit que la décision d'avoir seul un enfant, ça poserait des problèmes d'éducation après, difficulté, comment lui dire, pour se trouver en place, etc. Ça demande une grande maîtrise. J'ai pas dit que c'était impossible. Rien n'est impossible sur cette terre. Mais ça demande une grande maîtrise de soi. C'est-à-dire de ne pas se servir de l'enfant pour compenser ses manques. Oui, non, moi je voulais savoir par rapport à mon question, une autre côté qui m'intéresse.
parce que je ne sais pas si c'est ici que j'ai entendu aussi, un enfant qui est devenu un homme en l'absence de son père, statistiques, je ne sais pas s'il faut croire aux statistiques, montrent que, en général, un grand pourcentage en tout cas, devient artiste. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à ça? Oui, parce que le côté artiste, c'est très intéressant, les artistes. Les artistes, ils vivent un peu dans leur monde. Et à travers donc leur timidité, ils prennent leur thérapie d'art pour pouvoir s'exprimer à travers la peinture, la musique, la sculpture, etc., etc. Donc ils se sont fabriqués une manière de pouvoir montrer qui ils sont sans le dire. Et ils vous disent, à vous de voir qui je suis. Si ça vous intéresse, venez gratter derrière ma peinture, venez, mais ils n'osent pas dire qui je suis, ils vous montrent qui ils sont. Et quand vous leur dites, mais qui es-tu? Ils disent, qui vous voulez, hein, qui vous voulez, ça. C'est très souvent ça, ils n'aiment même pas parler de leur peinture, ils disent, qu'est-ce que vous avez voulu faire là, madame, dans votre tableau? Je sais pas, ça. Et donc, la deuxième question qui est sans doute liée, c'est pour ça peut-être que je pose, qu'est-ce qui est mieux d'aller chez le psy ou faire le yoga? Ça n'a rien à voir. Le yoga, c'est apprendre à se centrer. C'est très bien le yoga. C'est apprendre à méditer. Alors, vous savez, quand vous êtes mal dans votre peau, que faire tout ce que vous voulez, vous serez toujours mal dans votre peau. Moi, je pense vraiment, sincèrement, et je vous le dis vraiment, le jour où la psychologie sera prise en charge par les allocations familiales, par la sécurité sociale, que ce sera une obligation pour chacun d'aller voir 3 fois un psy dans sa vie, mais vous verrez dans la rue, les gens iront dire, mais moi je vois les gens qui se font soigner et ceux qui ne se font pas soigner, ça se voit, vous avez qu'à regarder le métro, dans le métro on voit les gens qui sont en thérapie. Et d'ailleurs ceux qui sont en thérapie, ils ne peuvent plus supporter d'aller avec quelqu'un qui n'a jamais fait thérapie. T'as déjà fait une thérapie toi? Non. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas été en profondeur en eux. On est bien quand on a fait une thérapie, on sait, on peut parler de tout. On n'a pas peur, on a été au fond de soi et on peut dire, voilà, j'étais comme ça, ma mère m'a violée quand j'étais petit, mon père machin m'a abusé, j'avais ci, j'avais ça. Ouais. Et bien maintenant, regarde qui je suis devenue, regarde maintenant ce que j'ai fait. Alors que ceux qui ont été violés, abusés, fracassés, tapés et qui marchent dans la rue en disant pourvu que ça se voit pas, on voit que ça, non? Ça se voit. Donc quand on fait une thérapie, voilà, c'est un budget qui est peut-être lourd, j'en sais rien, ça dépend des psys, c'est un budget remboursé ou pas, on s'en fiche, c'est un budget qui est essentiel. Et c'est pour ça que moi j'écris des livres, parce que pour les gens qui n'ont pas les moyens, un livre ça coûte 18 €, hein, c'est pas beaucoup. Dans mes livres il y a 20 séances de face à face avec moi. Ici vous avez 2 livres qui sont essentiels. Moi, je vous conseille à tous ici de les acheter. Ce sont des livres fondamentaux. Valérie Josselin du magazine Actuel m'a appelé hier pour me féliciter et me dire que mes livres étaient d'utilité publique. On m'avait jamais fait un si beau compliment. Pour moi, c'était merveilleux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'écrire un livre, c'est 1 an de travail, c'est 1 an de prise de conscience avec des patients comme vous qui viennent me voir. Et je prends leur mal, je travaille avec ce mal et je l'offre à tous les gens qui ont le même mal. Et donc, quand on lit ce livre, on se traite, on se soigne pour 18 €. On ne lit pas des conneries, on lit un livre de soins et de traitement. Dans mes livres, il y a des traitements. Et très souvent, mes patients me disent, je peux venir en consultation, je dis, ne perdons pas de temps. D'abord, vous lisez, ça se trouve, vous n'aurez même pas besoin de venir me voir. Et ils m'appellent en me disant, vous savez quoi? Vous allez régler tous mes problèmes que je ne vous ai jamais rencontrés. C'est pas la peine, moi j'ai pas envie de rencontrer des gens qui peuvent se soigner avec des bouquins. Moi j'ai envie de rencontrer des gens qui ne peuvent pas se soigner avec mes bouquins. Ou mes bouquins, il y a un truc où j'ai pas parlé d'un truc très grave. Ils me disent, j'ai regardé, ça, il n'y a pas. Eh bien, venez, ça m'intéresse. S'il n'y a pas, ok, venez. Voilà. Sinon, il y a dans les bouquins, allez vous faire soigner avec mes bouquins. On perdrait moins de temps, vous lirez à votre rythme, vous allez sur internet, vous avez ma newsletter, vous restez en communication avec moi. Je fais tous les mois, 1 fois par mois, des free hugs, c'est-à-dire des câlins gratuits. C'est-à-dire que j'aime les gens, universellement, je suis gentille avec tout le monde, en 5 langues. J'ai des patients qui consultent par Skype dans le monde entier. Et mon travail, c'est de rendre les gens heureux. C'est tout ce qui m'intéresse sur Terre. Parce qu'on n'est pas sur Terre pour être malheureux. Si on est sur Terre pour être malheureux, c'est qu'on n'a rien compris ce qu'on foutait sur Terre. D'accord? On est des gagnants. N'oubliez pas qu'on est issus, tous ici,
de spermatozoïdes gagnants. Mais qu'est-ce que vous en foutez d'être des gagnants? C'est ça les gagnants, c'est ça les têtes de gagnants, mon Dieu. Ah, c'est une blague. Hein. Oui. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait se responsabiliser, que 3 rendez-vous chez le psy c'était largement suffisant, et que largement suffisant pour comprendre qui on est,